Merci à toutes et à tous de participer à ce webinaire Block in Block. Block in Block, solution de réalité augmentée au service du BIM. Je m'appelle Eric Pellerme, je suis responsable du développement de la société et je suis accompagné d'Adrien. Bonjour à tous, donc Adrien Scholastic, je suis Product Manager et responsable donc, de la stratégie produit et du développement de la plateforme web et l'application mobile. Nous sommes ensemble pour une heure. Le webinaire va se dérouler de la manière suivante. Nous allons tout d'abord vous expliquer de manière exhaustive le workflow de la solution Block in Block. Nous ferons un point ensuite sur les connecteurs disponibles qui vous permettent d'améliorer et d'avoir des liens directs avec notre solution de mobilité. Nous passerons en revue 3 cas d'usage clients réels avec des chiffres qui sont issus du terrain, mais qui ont été cas d'usage qui ont été anonymisés. Et enfin, une partie questions-réponses à partir de laquelle on pourra répondre à toutes vos interrogations. Pour précision sur cette partie-là, je vous propose on vous laisse bien sûr la possibilité de poser toutes les questions qui vous semblent nécessaires tout au long de ce webinaire. Les questions seront ensuite traitées lors de cette 4e partie par Adrien et moi à l'oral. Si le temps venait à nous manquer pour pouvoir répondre à toutes vos questions, nous reviendrons vers vous évidemment par mail, par téléphone ou par visio pour pouvoir éclairer les points qui semblent nécessaires. Donc, Block in Block. Block in Block, comme je vous le disais tout à l'heure, est une solution de réalité augmentée au service du BIM. Pour précision et pour ceux à qui l'information avait échappé, nous faisons partie depuis la fin octobre 2020 du groupe Géodésial. Géodésial, éditeur de solutions logicielles métiers, qui historiquement porte les solutions Géomédia basées à Brest, donc Géomédia qui édite les solutions Covadis, Autopiste, Autorail, et Mensura avec son logiciel Mensura Genius. Et donc, depuis le 20 octobre dernier, Géodésial comporte une 3e entité qui est Block in Block. Block in Block est une solution SaaS Cloud, c'est-à-dire qu'une partie de nos services sont réalisés et disponibles dans le nuage. Et nous sommes une solution de mobilité. Nous vous permettons et permettons à vos collaborateurs d'amener la maquette numérique sur site. Un point de définition et de sémantique avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, la réalité augmentée, c'est la superposition de la réalité et d'éléments qui peuvent être des sons, des images 2D, de la 3D, de la vidéo, calculés en temps réel par un système informatique. Alors, en ce qui nous concerne, nous, et autrement dit, la réalité augmentée, c'est la capacité qu'on va avoir à superposer la maquette numérique, la maquette BIM, sur une réalité construite ou à construire. À la différence de la réalité virtuelle qui vous permet, de manière hors sol, si je puis dire, de visiter un projet. Si vous êtes à Nantes, vous pouvez voir un projet qui se passe à Bordeaux, Paris ou Abu Dhabi. Eh bien, la réalité augmentée nécessite d'être à l'endroit où vous souhaitez construire ou à l'endroit où la réalisation est en train d'être effectuée. Nous rentrons pleinement dans les schémas d'interopérabilité et des standards d'échange OpenBIM. Je vais y revenir tout de suite après. Et précision importante, puisque c'est un vrai sujet de souveraineté de l'information, le stockage et le traitement de vos données qui sont réalisés par nos services sont effectués en France par un acteur français. Le workflow Block in Block, quel est-il et quels sont les fichiers que nous acceptons? Donc, comme je vous le précisais tout à l'heure, nous rentrons pleinement dans le schéma OpenBIM et des standards d'échange. Nous acceptons donc les formats IFC 2X3, IFC 4. Pour les schémas d'IFC suivants, ils sont en 4.1, 4.2, 4.3, c'est en cours d'implémentation. Nous participons également avec les autres membres du groupe Géodésial activement au groupe de travail porté par Mediaconstruct auquel nous adhérons. Sur la partie collaborative, le Block in Block génère des notes, des annotations sous format BCF 2.1. Et enfin, pour pouvoir mettre en mobilité également des éléments 2D, nous acceptons le format PDF.
sommairement résumé, et nous détaillerons le workflow tout de suite après, comment fonctionne le système Blocking Block. Nous allons donc vous permettre, depuis vos logiciels de conception, via le format IFC, d'envoyer directement vos modèles numériques dans le cloud. Ces modèles sont ensuite traités pour les rendre disponibles sous 3 formes, via notre interface web, puis en mobilité, via une visionneuse 3D et une visionneuse en réalité augmentée. À noter, nous détaillerons tout à l'heure sur la partie connecteurs qu'il existe des connecteurs pour pouvoir optimiser le flux d'informations depuis des logiciels de groupe géodésial, Mensura, à partir de la version V10.1, Covadis, les connecteurs sont en cours de développement, et CADWorks. Nous allons donc suivre Jean, qui est utilisateur de la solution Blocking Block. Donc, on va se mettre dans la peau de cet utilisateur. Jean doit effectuer des contrôles de conformité sur un de ses chantiers et donc utilise la solution Blocking Block pour ce faire. Nous prendrons comme exemple 2 types de chantiers, des chantiers de bâtiments et des chantiers d'infra, puisque je sais que l'auditoire est composé de ces deux types d'utilisateurs et d'environnement. Donc, tout d'abord, Jean va se connecter à notre plateforme web via l'adresse mail qui apparaît en haut de votre écran. Il va se loguer via ses identifiants email et mot de passe. Une fois qu'il est dans son espace entreprise, Jean a accès à l'intégralité de ses projets. Il va donc en créer un nouveau par le bouton qui se situe en haut à droite de son écran. Et lorsque Jean va se créer son projet, il va donc le nommer, bien évidemment, indiquer si ce projet et si la maquette numérique est géoréférencée ou non. Nous verrons tout à l'heure avec Adrien quel impact et quelle importance ça revêt lors de la mise en station en réalité augmentée. Il va ensuite pouvoir déposer une image pour marquer et apposer une identité visuelle sur son projet. On verra tout à l'heure en mobilité que ça va permettre à Jean d'avoir un accès simplifié et plus rapide à ses projets. Une fois que Jean a créé son projet, donc en ce qui nous concerne le webinaire de ce jour, il va pouvoir importer des fichiers, donc je rappelle les fichiers IFC 2x3, IFC 4, mais également des PDF, via un système assez classique de drag and drop, alors en bon français glisser-déposer, où il va pouvoir sélectionner les fichiers qu'il souhaite mettre à disposition dans son projet. Il va donc y avoir ensuite un temps de téléchargement qui est tributaire de la qualité de votre connexion. Et une fois que le téléchargement est effectué, les fichiers sont stockés sur nos serveurs. Une fois que les fichiers sont sur nos serveurs, plusieurs statuts de fichiers sont disponibles. Un statut en attente de conversion, c'est-à-dire que le fichier est dans la queue d'attente, dans la file d'attente, et donc va être très prochainement traité. Un statut en cours de traitement, c'est-à-dire qu'il est pris en charge par nos serveurs et le calcul est en cours. Un statut d'erreur et un statut, je dirais, d'alerte. Dans les 2 cas, lorsque Jean va cliquer sur l'icône, il va avoir l'indication d'erreur ou l'indication d'alerte. Un exemple, par exemple, pour l'alerte, si Jean a déposé un IFC 4.1, nous prenons en charge le format 4.1, mais l'intégralité des données ne seront pas traitées. Voilà le type d'alerte que Jean va pouvoir recevoir. Et enfin, un statut disponible, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, le modèle est disponible en mobilité et peut être téléchargé sur sa tablette. Il va pouvoir ensuite gérer les intervenants sur la partie gauche de son écran. Les intervenants sont la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage qui participent à son chantier. Donc, il va pouvoir renseigner ces différents intervenants. Donc, première partie, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Il va ensuite renseigner les différents paramètres de ces contacts. Idem pour la partie entreprise. Il va pouvoir ajouter des entreprises en leur affectant un rôle, c'est-à-dire le lot qu'ils ont dans le chantier et le numéro de lot associé à cette entreprise. Élément de renseignement important, ce qui va permettre ensuite d'affecter correctement, en tout cas d'affecter de manière précise et efficiente les BCF, donc les annotations que Jean pourra faire.
En haut à droite de son écran, en cliquant sur son avatar, Jean va avoir accès à son interface d'administration. Donc, cette interface d'administration va lui permettre de paramétrer les éléments de son organisation, nom, adresse, ainsi que des paramètres d'interface de personnalisation, et gérer ses utilisateurs. Donc, ces utilisateurs, ça va être les personnes qui vont avoir un rôle et une typologie d'accès dans son organisation. Donc, il va pouvoir bloquer des accès, leur affecter des rôles et inviter des utilisateurs via leur adresse mail et leur affecter un rôle. À tout moment, il peut bloquer des accès, renvoyer des invitations si les personnes ne l'ont pas accepté, ou réouvrir des accès à des personnes qui ont été précédemment bloquées, si je puis dire. Jean a donc, à partir de ce moment-là, je dirais, paramétrer l'ensemble de son projet. Il va pouvoir partir en visite sur chantier. Prérequis pour réaliser sa visite, tout d'abord de posséder l'iPad, enfin le device sur lequel notre application est pleinement fonctionnelle, c'est-à-dire l'iPad Pro 2020 LiDAR. Télécharger l'application Block in Block sur l'App Store. Pour information, donc l'accès et le téléchargement est totalement gratuit à notre application et ne nécessite aucun renseignement ni de moyen de paiement. Jean a donc téléchargé sur son iPad Pro 2020 LiDAR l'application Block in Block. Il va donc se loguer à son compte via les mêmes identifiants mail et mot de passe que ceux qu'il a utilisés pour se connecter via son interface web au bureau. Il va ensuite se retrouver dans son espace organisation, retrouver ses différents projets et pouvoir télécharger tout ou partie des fichiers qu'il souhaite obtenir en mobilité. Donc, différents statuts sont disponibles. Donc, lorsque le nuage apparaît, c'est que le modèle est disponible en ligne. Il nécessite une connexion et un téléchargement pour l'avoir disponible sur l'appareil. La roue crantée, le téléchargement en cours, et la coche verte, le fichier est disponible sur l'appareil. Lorsqu'un fichier a été modifié depuis la plateforme et donc nécessite une mise à jour, eh bien, donc c'est de nouveau le nuage qui apparaît et qui prévient Jean qu'une mise à jour et donc une connexion est nécessaire pour avoir le dernier fichier disponible. Deux types de navigation sont disponibles pour pouvoir accéder au modèle numérique, à la maquette BIM. Tout d'abord, la visionneuse 3D. Comment fonctionne la navigation dans la visionneuse 3D? Le point de contact sur l'écran devient l'axe de rotation du modèle. Zoom et translation à deux doigts. Et lorsque l'on se rapproche d'un élément ou lorsqu'on rentre dans un bâtiment, nous rentrons dans un mode de navigation à la première personne, mode de navigation qui peut faire écho, si vous êtes des joueurs de jeux vidéo, à des modes de navigation qu'on retrouve dans des jeux vidéo. On a vu un exemple de navigation dans un projet de bâtiment. C'est un mode de fonctionnement et d'interface qui est le même lorsqu'on est sur des projets d'infrastructure même conséquents. Là, le projet fait plus de 600 mètres de long. Donc, le point de contact, le point de tape devient l'axe de rotation du modèle, zoom et translation à deux doigts. Et là, navigation à la première personne lorsqu'on se rapproche, par exemple, d'un élément qu'on veut observer de plus près ou lorsqu'on se rapproche de la chaussée. À noter également que le zoom est progressif au fur et à mesure que l'on se rapproche des éléments. Lorsque Jean, donc l'ensemble des éléments, des objets présents dans la maquette numérique, dans la maquette BIM, sont cliquables. Donc, lorsque Jean clique sur un élément, un menu radial apparaît. Sur ce menu radial, différentes possibilités. On va d'abord récupérer l'ensemble des propriétés, donc des attributs de l'élément. On le sait tous, l'avantage d'une maquette numérique, c'est sa sémantique et sa géométrie. Il va pouvoir isoler l'élément, donc ne voir que celui-ci, masquer l'élément, c'est-à-dire le faire disparaître du modèle, masquer la catégorie, c'est-à-dire qu'on va masquer toute la classe IFC en lien avec cet élément, et isoler la catégorie, c'est-à-dire ne voir que la catégorie, la classe IFC de cet élément, en l'occurrence IFC Windows, j'imagine.
Sur la partie gauche de l'écran, il y a le menu d'arborescence IFC. C'est une autre interface de navigation qui va permettre de hiérarchiser, de trier, de faire une ségrégation avec 3 différents niveaux. Tout d'abord par les fichiers IFC qui ont été déposés, ensuite par les composants qui vont pouvoir être allumés ou éteints. Donc les composants, c'est les classes IFC qui ont été traduites en français. Et enfin les niveaux, c'est la traduction des IFC Building Story. Donc ça va permettre de filtrer, d'afficher ou de mettre en surbrillance les éléments sur lesquels on va cliquer. Donc, les fichiers, c'est donc les fichiers IFC, composants, les classes IFC, et niveau IFC Building Story. En haut à droite de l'écran tactile de la tablette, il y a un outil de coupe disponible, qui est un outil de coupe composé d'un cube à 6 faces. On sélectionne une des faces et ensuite, on va venir, Jean va faire glisser, va translater cette face-là pour pouvoir avoir accès à la zone sur laquelle il souhaite avoir une vue. Voilà pour la navigation 3D. La partie collaborative, comme je voulais expliquer tout à l'heure, est gérée par les notes, par les annotations, donc les annotations BCF 2.1. Ces BCF sont, donc nous adhérons à ce schéma de données, et donc vous allez pouvoir, et Jean va pouvoir partager l'ensemble de ces notes avec les outils CAO ou les visionneuses du marché qui gèrent ce format. Donc en cliquant sur un élément, le menu radial apparaît, et Jean va pouvoir réaliser une note sur l'élément qu'il a sélectionné. L'interface note apparaît, sur lequel les différents champs sont disponibles, différents conteneurs, résumés, description. Composants, lorsque l'on est en visionneuse 3D, c'est donc le point de vue de la tablette lorsque le clic a été réalisé qui apparaît. Les responsables, on peut affecter une priorité, un statut et définir une date de réalisation. Voilà pour la partie navigation via la visionneuse 3D. Du coup, dans l'application mobile, Jean va pouvoir poursuivre sa visite sur site avec un module de réalité augmentée directement disponible dans l'application. Donc, pour activer son mode de réalité augmentée, Jean a à disposition dans l'interface au coin inférieur droit de l'appareil un bouton AR qui permet d'activer ce module. Donc, à partir de là, apparaît un écran de sélection de différents modes de positionnement. Il en existe 3 aujourd'hui avec l'application Block-in-Block. Donc, le positionnement à partir d'un angle, le positionnement manuel et le positionnement depuis un regard. Nous allons passer en détail les 3 différents modes de positionnement et ils s'adaptent à différentes situations en fonction de la maturité du projet, en fonction de la situation de l'utilisateur sur site et en fonction de l'avancement du projet. Une notice d'information est également disponible pour rappeler les mesures de sécurité quant à l'usage de la réalité augmentée sur site. Donc, nous allons d'abord démarrer avec le positionnement à partir d'un angle. Donc, celui-ci est adapté donc, pour le bâtiment. Et donc, en premier lieu, Jean va devoir contextualiser sa visite et donc déclarer le niveau courant dans lequel il se situe. Donc, une fois que Jean a défini son niveau, nous allons, en tout cas l'application va engager une analyse automatique des éléments et identifier des angles, donc matérialisés par les sphères bleues, donc, qui sont l'intersection entre les murs et les sols. Et la session de réalité augmentée va démarrer. Donc, Jean va scanner l'environnement immédiat à proximité de l'angle, qui représente sa position dans le chantier. Et une fois que l'angle est détecté, il va pouvoir viser et son modèle se superpose à la réalité. Donc, la réalité augmentée est à l'échelle 1 et on retrouve superposées au réel toutes les informations issues des IFC. Évidemment, à ce moment-là, les informations de filtre présentes dans la visionneuse 3D
sont également disponibles durant la session de réalité augmentée. Il est possible d'interagir, d'afficher ou masquer les fichiers. Donc, je veux masquer certaines réservations ou le MEP pour ne conserver que le gros œuvre. J'en ai la possibilité et je peux aller plus loin avec les composants où je peux masquer directement certaines classes IFC comme les portes, les murs, etc. Deuxième mode de positionnement possible, donc le positionnement manuel. C'est un mode de sélection libre au sein de la maquette numérique qui, peu importe la maturité du projet et si certains éléments ne sont pas présents dans le modèle, ben, on a la possibilité de venir définir une position libre et ensuite engager sa session de réalité augmentée. Donc, à partir du moment où j'ai sélectionné ce mode de positionnement, donc je navigue dans ma maquette 3D et avec une cible, je viens déclarer ma position au sein du modèle. Une fois que je l'ai validé, la session de réalité augmentée démarre et l'utilisateur fait correspondre avec le réel la position préalablement déclarée. Une fois que le modèle apparaît, avant que le modèle apparaisse, donc une étape de contrôle a lieu avec les services de localisation de l'appareil. Donc, si la maquette est géoréférencée, comme abordé au préalable, les services de localisation de l'appareil vont s'activer et orienter le modèle par rapport aux normes géographiques. Si la maquette n'est pas géoréférencée, à ce moment-là, ce sont les informations liées à l'orientation de la caméra dans la visionneuse qui sont utilisées. L'application Block-in-Block, aujourd'hui, n'intègre pas encore les derniers développements, en tout cas sur la géolocalisation, et se base exclusivement sur le nord géographique pour l'orientation du modèle. Une fois que le modèle est orienté, la navigation reste la même que précédemment, c'est-à-dire que je peux interagir avec mon modèle, je peux filtrer mes fichiers, mes composants et accéder aux propriétés des objets. Dernier point à préciser, si jamais on constate quelques écarts par rapport à l'orientation ou en cours de navigation, il est possible d'étalonner la position du modèle avec le joystick de déplacement du modèle, d'ajuster l'orientation à 0, on va dire au dixième de degré près, et l'élévation du modèle centimètre par centimètre. Dernier mode de positionnement disponible, donc le positionnement depuis un regard. Donc, dans certaines situations, des émergents et des points de référence sont disponibles au sein du modèle et sont représentés par certaines classes IFC. Donc, Block-in-Block est en capacité d'analyser la maquette et identifier ces émergents, donc tous les tampons, les plaques télécom, les regards, et offre la possibilité de se positionner par rapport à ces différents points disponibles dans les maquettes, principalement d'infrastructure. Donc, une fois que ce mode est sélectionné, donc on présente les résultats du traitement aux utilisateurs. Ils sélectionnent sa station. La session de réalité augmentée démarre et Jean vise le centre de l'élément pour ensuite positionner la maquette. Il a toujours la possibilité d'étalonner et d'ajuster au dixième de degré près ou au centimètre près en élévation son modèle pour ensuite pouvoir travailler, naviguer au sein de son modèle et procéder à son contrôle. Donc, durant toutes les sessions de réalité augmentée, Jean aura accès à un ensemble d'outils. Il aura la possibilité d'éditer et de modifier sa profondeur de champ en fonction de la quantité d'informations qu'il souhaite consulter durant sa visite. Donc, on lui est proposé d'ajuster la distance d'affichage de 1 à 50 mètres. Et s'il le souhaite, il peut surcharger cette valeur et afficher l'ensemble du modèle dans certaines situations. Il a également la possibilité de gérer la transparence de la maquette, donc disponible avec les boutons présents dans l'interface en haut à droite.
Et donc, toujours avec un slider, il va pouvoir éditer la valeur de 0%, donc c'est-à-dire que je masque complètement le modèle, jusqu'à 100% où les objets sont opaques et donc prennent le dessus sur l'environnement réel. Donc, durant l'utilisation de la réalité augmentée et pendant sa visite sur chantier, Jean sera amené à réaliser des annotations, à pouvoir signaler certains points, donc des clashs, des déplacements, enfin des éléments mal placés ou des incohérences entre le réel et le virtuel. Et donc, il va pouvoir utiliser le module d'annotation, donc qui s'active via le bouton représentant le logo BCF au coin supérieur droit de l'interface. Et donc, à partir de là, toute interaction avec la maquette déclenchera en fait la création d'une note dans laquelle il pourra renseigner ces informations. Donc, Jean a utilisé le mode de positionnement présenté précédemment. Il navigue dans son modèle et procède à son contrôle. Donc, il peut s'assurer visuellement de la cohérence entre la maquette numérique et l'environnement réel. Et dans certaines situations, il peut identifier des incohérences ou des anomalies. Donc à ce moment-là, il va pouvoir interagir avec la maquette et signaler au travers d'une note l'incohérence et ensuite, via le format d'échange BCF, pouvoir le remonter à qui de droit pour pouvoir mettre à jour l'information. Donc il va saisir un résumé, une description, soit via le clavier ou via la dictée vocale, qui est également disponible. Il déclarait, en tout cas une personne assignée, un statut et définir une date d'échéance. Et une fois qu'il a terminé, la note est automatiquement enregistrée et Jean peut poursuivre sa visite et le contrôle de son projet. Également disponible, donc, dans la session de réalité augmentée, l'interaction directe avec les objets. Donc, le menu radial disponible dans la Visualize 3D est également disponible en réalité augmentée. Et du coup, le point d'entrée de déclaration de notes est possible donc directement depuis le menu radial. Donc à partir de là, une fois que Jean a sélectionné l'objet, il appuie sur Note et il peut, via le même formulaire, signaler, remonter ou indiquer une information qui sera ensuite exportée en BCF et traitée par le responsable. Donc une fois que sa note est enregistrée, Jean peut poursuivre sa visite et naviguer dans son projet. Donc, en résumé, vous avez bien compris que l'interface de collaboration et la place du BCF dans l'interface de collaboration est importante dans la vision Care Block in Block des standards d'échange. Donc, les notes BCF peuvent être créées et éditées. Donc, comme décrit tout à l'heure, donc différents champs sont disponibles. Je n'y reviens pas. Résumé, description, priorité, statut, date et commentaires. Et ces commentaires vont pouvoir permettre un échange et une incrémentation. C'est-à-dire que les personnes à qui la note a été assignée vont pouvoir ensuite, via ce champ, répondre aux différents éléments. Il est à préciser que les BCF peuvent être réalisés sur des maquettes numériques, des IFC, de X3 et IFC4, mais également sur des PDF. Et Jean va avoir la possibilité, sur son annotation, sur sa note, de rajouter des pièces jointes par l'intermédiaire du trombone qui se situe en haut à droite de sa note BCF. Une fois rentré au bureau, Jean va pouvoir récupérer ses BCF. Donc, la synchronisation des notes est effectuée dès que la tablette est de nouveau connectée à Internet. Je vous précise, chose que j'aurais dû faire en tout début de webinaire, qu'à tout moment, Jean va pouvoir interagir et communiquer avec le support Block in Block via le chat qui se situe en bas à droite de son écran et pouvoir être accompagné, guidé dans ces différentes opérations si il juge que c'est nécessaire.
Une fois que les notes sont disponibles sur l'interface web, il va donc pouvoir les trier par statut, par priorité, par intervenant à qui il l'a assigné, donc soit par intervenant type maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage ou intervenant type entreprise, comme c'est ici le cas, et également les trier à partir de champs date. Il va pouvoir, en cliquant sur les BCF, l'éditer, c'est-à-dire que, au même titre que les champs sont disponibles en mobilité, l'intégralité des champs que l'on a vus tout à l'heure sont disponibles également depuis son interface web. Il va pouvoir donc éditer, modifier ces BCF avant de les envoyer, rajouter des pièces jointes s'il juge que c'est nécessaire, et commenter le BCF après l'avoir réalisé et créé en mobilité. Une fois que Jean juge que ces BCF sont exportables et peuvent être donc partagés à des fins de collaboration, il va pouvoir choisir tout ou partie des BCF qu'il souhaite exporter et les envoyer ou les partager de deux manières différentes. Soit grâce au format BCF 2.1, qui vont ensuite format de fichier qui est directement intégrable dans les logiciels ou les visionneuses qui adhèrent à ce schéma de données, ou alors via un rapport PDF. La mécanique est semblable, c'est-à-dire que Jean vient sélectionner tout ou partie des notes qu'il souhaite exporter et il va générer un rapport qu'il va pouvoir nommer, type rapport de chantier, définir une prochaine date de réalisation et l'exporter. Ça va permettre à Jean de collaborer et de partager l'information avec l'ensemble des intervenants du chantier. La maturité, comme le disait tout à l'heure Adrien, la maturité BIM des intervenants du chantier peut parfois être hétérogène. Eh bien, ça va permettre d'amener tout le monde et de partager l'ensemble de la donnée avec tous les collaborateurs ou toutes les entreprises qui sont partie prenante du chantier. Sur la partie droite de l'écran, vous voyez un exemple de l'export PDF que l'on réalise, la page de garde, et ensuite les pages suivantes sont les notes BCF qui ont été réalisées et où on retrouve la numérotation, le statut, la priorité, en tout cas l'ensemble des champs et des pièces jointes qui ont été réalisées. Voilà pour la partie workflow de la solution Block in Block. Des connecteurs, comme je vous le disais tout à l'heure, sont disponibles. Tout d'abord, le connecteur Mensura présent dans Mensura Genius à partir de la version V10.1. Donc, ce connecteur va permettre, comme on le voit sur la partie droite de votre écran, de réaliser l'ensemble des tâches que Jean a fait sur la partie web. Cette fois-ci, il va pouvoir la faire dans son espace de travail Mensura. Donc, il va retrouver l'ensemble de ses projets, la liste des modèles, donc des maquettes numériques qui sont disponibles dans le projet sélectionné. Il va pouvoir gérer les collaborateurs de ce projet, en inviter d'autres, gérer la date de création, et il a également l'information du statut disponible et du statut du modèle. Il va pouvoir également récupérer depuis son interface Mensura les notes, les BCF qui ont été réalisées en mobilité. Ça va permettre à Jean, grâce à ce connecteur, de rester dans son environnement de travail, de fluidifier son flux d'informations et d'avoir une collaboration plus facile grâce à cet espace intégré. Sur les outils GeoMedia, aujourd'hui, le connecteur est en cours de développement, mais dès à présent, les utilisateurs des solutions Covadis, Autopiste, GeoRail et les autres solutions de GeoMedia permettent de récupérer directement les fichiers BCF réalisés par Jean en mobilité et les intégrer directement dans le logiciel de conception. Voilà pour les logiciels du groupe Géodésial. Il est à noter également que nous avons des partenariats en cours, notamment un avec CADWork. CADWork, pour mémoire, est donc le logiciel de conception et de design leader sur son marché, qui est la construction bois. Donc, ça va permettre à Jean, qui a décidément beaucoup de casquettes,
de réaliser via BIM Connector des exports directement d'IFC depuis son interface de travail vers la solution Blocking Block, également de réimporter les annotations qu'il a pu réaliser en mobilité. Passons maintenant à 3 cas d'usage clients, cas d'usage anonymisés, mais les chiffres que je vais vous présenter sont des chiffres réels, remontés du terrain par les utilisateurs. Dans le premier cas, Jean est conducteur de travaux dans une entreprise générale de construction. Son objectif est de contrôler environ 2000 réservations du lot gros œuvre avant l'intervention des lots techniques. Les problèmes qu'il rencontre sont des problèmes qui vont parler certainement à nombre d'entre vous, qui sont des problèmes d'intervention des lots techniques avant la validation des réservations. Problématiques également d'anticipation qui peuvent générer des tensions sur chantier et des décalages planning. Comment Blocking Block peut accompagner Jean dans cette opération? Eh bien, tout d'abord, en augmentant sa productivité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir contrôler plus d'une centaine de réservations par jour. Également, améliorer la traçabilité de l'information, c'est-à-dire que chaque note, chaque BCF va pouvoir être affectée au lot concerné, et donc l'information va arriver directement à la bonne personne. C'est là que l'on passe d'une donnée à une information, une information étant une donnée qualifiée. Donc là, on va pouvoir qualifier l'information pour l'affecter directement au lot concerné. Par voie de conséquence, une réduction des malfaçons et un respect accru des délais. Dans un deuxième cas, plutôt infrastructure, réseau, enterré, Jean est chargé d'opération dans un cabinet de maîtrise d'œuvre en VRD. Typiquement, donc un cabinet de géomètre, par exemple, ou un bureau d'études VRD. Il va donc suivre un chantier en particulier, mais son quotidien, c'est la gestion de plusieurs chantiers et la gestion de différents intervenants. Donc, il va avoir des difficultés à avoir l'ensemble de ces maquettes disponibles en mobilité, des maquettes numériques réalisées par les entreprises, des informations pas toujours à jour, et des problématiques de transmission d'informations. Lorsque Jean va réaliser des annotations, il faut qu'il puisse la transmettre à la bonne personne, au bon intervenant. Comment Blocking Block peut l'accompagner? Eh bien, grâce à la mobilité et à l'utilisation des modèles numériques, même en mode hors ligne, on va pouvoir mettre à disposition les maquettes numériques sous format visionneuse, comme on vous l'a montré tout à l'heure, ou en réalité augmentée. Une meilleure traçabilité de l'information, c'est-à-dire que les notes vont pouvoir être envoyées, affectées et envoyées aux entreprises concernées. Un suivi des BCF, parce qu'une collaboration, c'est une itération et une boucle vertueuse. Eh bien, les entreprises vont pouvoir commenter et renvoyer des commentaires directement imputés sur la note. Et enfin, puisque l'ensemble des entreprises de son chantier n'éditent pas des maquettes numériques, donc il va pouvoir également gérer ses rapports de chantier et ses commentaires depuis des plans 2D et éditer des rapports PDF. Troisième cas d'usage, Jean est ingénieur BIM dans un bureau de contrôle. Son objectif est de certifier la cohérence entre un modèle numérique et l'ouvrage réel d'un bâtiment type ERP, donc recevant du public, d'environ 4500 m². L'image de droite rappellera des souvenirs à certains d'entre nous, donc ça ressemble quand même furieusement à une gare. Il va donc rencontrer différentes problématiques qui sont, entre autres, d'avoir accès à l'ensemble de la donnée, puisque quand il va venir contrôler sa maquette numérique, il faut qu'il puisse contrôler une géométrie, mais également les attributs, c'est-à-dire les propriétés présentes dans chaque objet. Il a un temps limité pour faire le contrôle, puisque ce type d'opération se passe généralement en fin d'opération, de réalisation d'opération, en phase OPR, voire phase de livraison. Donc, Jean a un temps limité avant que l'exploitant ou que les utilisateurs prennent possession de l'ouvrage à contrôler. Comment Blocking Block peut l'aider dans ce schéma-là? Il va donc pouvoir faire un contrôle plus exhaustif de l'ouvrage. En l'espèce, il y a eu plus de 120 écarts relevés entre la maquette numérique et la réalité. Il va pouvoir faire un contrôle plus rapide de l'ouvrage. Il avait envisagé, lors de ces 2 jours de contrôle, de contrôler 30% des objets présents sur place. Il va encore en contrôler en réalité 70, plus du double.
Et enfin, une fiabilisation accrue du modèle numérique, donc du DOE numérique, fiabilité accrue de la donnée et de la géométrie pour le futur exploitant. Il est 10h43. On va pouvoir passer aux différentes questions-réponses. Donc, on va déjà prendre celles qui ont été posées lors du webinaire. N'hésitez pas à venir en nourrir d'autres, voilà, en fonction des précisions qui vous semblent nécessaires d'être apportées. Donc, y a-t-il une limite de données donc oui, il y a une limite dans les données, comme dans tout environnement informatique. Chaque chose doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Donc, aujourd'hui, nous limitons les tailles de fichiers à 500, les tailles de projets à 500 MO, 500 mégaoctets, et les tailles de chaque fichier à 200 mégaoctets. Ensuite, l'application n'est utilisable qu'avec l'iPad Pro LiDAR. Alors, aujourd'hui, c'est un choix technologique que nous avons fait. L'iPad Pro LiDAR est aujourd'hui, à date, l'appareil le plus performant pour pouvoir effectuer des sessions de réalité augmentée in situ. Donc, ça a été un choix technologique de notre part. Les développements sous Android aujourd'hui sont réalisés chez Block-in-Box, sont en cours de test interne. Il est à noter toutefois que je dirais que la diversité, pour ne pas employer un autre mot, la diversité des devices Android est un élément que nous regardons avec attention. Et aujourd'hui, les capteurs LiDAR sont, sauf erreur de ma part, pas embarqués sur les devices Android. D'autres types d'interfaces sont disponibles sur Android, type caméra temps de vol, qui amènent certaines capacités. Voilà, le nombre de devices disponibles sous l'OS Android est un élément qui nécessite du temps d'analyse et du temps de retour. Pour apporter une précision, donc dans les développements de l'application mobile, donc nous portons vraiment attention à valider, ou en tout cas à vérifier le comportement de notre application de l'expérience de la réalité augmentée sur les appareils qu'on va ensuite autoriser ou en tout cas de rendre disponible l'application. Toujours sur la partie appareil, iPhone 12 Pro, oui, qui embarque un capteur LiDAR, tout à fait. Oui, donc la solution est disponible sur ce type d'appareil. À préciser que je dirais que l'expérience utilisateur sur un téléphone de ce type, combien même ce soit des tailles d'écran qui soient confortables pour des téléphones, reste, je dirais, reste un peu différente, si je puis dire, d'une expérience sur une tablette, quoi. Voilà. Donc dans la rubrique intervenant, Thierry nous demande ça, nous introduisons des données d'autres personnes. Ces données sont-elles utilisées à des fins de marketing? Absolument pas. C'est une question intéressante. Donc, comme je le précisais, donc l'ensemble des données qui sont déposées dans nos services sont traitées et stockées en France et ne sont absolument pas ni revendues ni utilisées à des fins internes de marketing ou de démarchage commercial. iPad sans LiDAR, peut-il voir la maquette normalement? Aujourd'hui, on a fait ce choix de l'iPad LiDAR pour pouvoir offrir une expérience optimale. Ce choix-là pourra être amené à évoluer, voilà, en fonction de l'évolution de la solution. Aujourd'hui à date, c'est ce choix qui est fait. Alors, on part sur les questions de précision qui sont un passage obligatoire. Voilà, on va revenir là-dessus. Du coup, donc, question de Guillaume. Donc, quelle précision est annoncée pour le positionnement du modèle lorsqu'on s'éloigne du point de calage initial?
peut-on ajouter plusieurs points de calage? Et Laurent qui pose la même question, on est sur quel autre de précision? Donc, l'expérience de réalité augmentée démarre donc avec les différents modes de positionnement. Donc, on a en tout cas le démarrage de la session de réalité augmentée se fait donc à partir des informations de positionnement et d'étalonnage que l'utilisateur aura définies. Une fois qu'il a validé visuellement la cohérence, en tout cas du positionnement, il va pouvoir naviguer dans son modèle. Aujourd'hui, les conditions de l'environnement réel vont influencer, en tout cas sa session de réalité augmentée. Donc, on va parler de luminosité, de mouvement d'objets ou de personnes, d'objets ou de personnes autour de la caméra, et peuvent éventuellement donc, impacter, en tout cas, la stabilité de la session de réalité augmentée. Aujourd'hui, avec l'iPad Pro LiDAR, dans le cas du positionnement avec un angle, on est de l'ordre du centimètre c'est centimétrique, dans le positionnement et l'usage de la réalité augmentée. Et ce positionnement peut, au fur et à mesure du temps, en tout cas, être impacté, comme je le disais, par les conditions réelles. Et à tout moment, il est possible d'étalonner et de réajuster en cours de navigation justement le positionnement du modèle et venir combler ces éventuels écarts. Il peut également, en fait, par rapport au point de calage, l'idée de proposer l'expérience la plus courte pour démarrer sa session de réalité augmentée. Et donc, il est possible, en fait, dans son bâtiment, au sein d'un même niveau, en plusieurs étages ou en infrastructure, de venir, au fur et à mesure où on se déplace dans son modèle, effectuer de nouvelles mises en station, en tout cas de nouveaux calages, et pouvoir, en tout cas, enchaîner dans la navigation de son modèle. Pour donner quelques chiffres, sur l'exemple de réalité augmentée dans l'environnement bâtiment qu'on a vu tout à l'heure, le bâtiment fait 1500 mètres carrés au sol de mémoire, et l'utilisateur fait 2 points de calage pour venir inspecter ces 1500 mètres carrés d'ouvrage. Voilà. Et pour repréciser les choses, et suite à ce que disait Adrien, on a, et pour utiliser des termes peut-être plus courants dans l'infrastructure ou dans le VRD, on peut, lorsqu'on est dans un environnement ouvert, type urbain ou extérieur, type TP, on peut venir cheminer, on peut réaliser un cheminement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, l'utilisateur n'est pas obligé de revenir au point initial. Il peut parfaitement naviguer dans son environnement et se remettre en station à tout moment de manière extrêmement simple, soit en utilisant les différents modes de mise en station qu'on a vu tout à l'heure, soit en se recalant, comme le disait Adrien. Donc, on peut naviguer sur l'ensemble de son modèle. Après, voilà pour les questions de mise en station. Et sur la précision, dans un environnement bâtiment, on est centimétrique. Le rapport acquis personnalisable, oui, tout à fait. Dans l'interface web et dans la partie quand on clique sur son avatar en haut à droite, dans l'interface d'administration, il est possible de personnaliser les rapports. Oui, tout à fait. Ensuite, on a une question de Guillaume. Donc, les points de vue BCF, liés au positionnement de la caméra, sont-ils modélisés dans l'espace de travail Covadis? Comment se passe le lien entre le modèle natif et les ciblages objets de commentaires du BCF fait sur l'IFC? Donc, en tout cas, nous, dans l'application Block in Block, on enregistre 2 informations quand une note est générée. Donc, le point de vue, donc on enregistre une capture d'écran de la caméra en cours d'enregistrement. On enregistre la position de la caméra dans le modèle, 3D. Et on enregistre également les identifiants des objets, donc les identifiants uniques IFC de chaque objet. Donc, toutes ces informations-là transitent dans le BCF. Et donc, aujourd'hui, oui, les informations, en tout cas au sein de Covadis, concernant les points de vue BCF sont intégrées. Et dans les développements actuels, notamment avec le connecteur, on travaille également à préciser encore mieux le contexte de cette note BCF en venant indiquer, par exemple, exactement où l'utilisateur à cliquer ou à signaler un défaut. Mathias nous parle effectivement de prix. Alors, effectivement, on n'a pas abordé la partie tarifaire sur ce webinaire, puisque c'était un webinaire, je dirais, technique.
sur le modèle économique et sur les différents plans disponibles, je vous invite à revenir vers moi à l'adresse mail que je vais vous indiquer tout à l'heure pour pouvoir préciser cette partie-là. Il est à noter que les personnes participant à ce webinaire et les personnes qui sont déjà, et les entreprises et organisations qui sont déjà partenaires du groupe géodésial, c'est-à-dire des solutions Géomensura à Géomédia, auront accès à un tarif préférentiel suite à ce webinaire. Donc, question de Gabriel sur est-ce que la visionneuse et la réalité augmentée arrivent bien à lire des IFC qui proviennent de Civil 3D et qui demandent une précision plus élevée à cause de ces grandes coordonnées. Donc oui, donc en tout cas on a déjà eu des expériences, des tests qu'on a menés in situ avec des modèles issus de Civil 3D. Et donc notre visionneuse en tout cas est en capacité de lire ces IFC. Alors, disponibilité des solutions, de la solution Socovadis, voilà, les développements sont en cours. Les équipes commerciales de Géomédia reviendront vers vous dès que ce sera disponible. On a en cible la fin du deuxième trimestre pour pouvoir accéder à ces développements. Donc, question de Julien, au même titre que les bâtiments, est-ce que cela fonctionne aussi pour les ouvrages d'art, ponts et viaducs? Tout à fait. En tout cas, au sein d'un projet d'infrastructure peuvent en tout cas être modélisés et intégrer des ouvrages d'art. Et donc, il est possible en tout cas de travailler avec la visionneuse 3D, les annotations, la réalité augmentée, également avec ces ouvrages d'art. Comment les PDF sont chargés sur la plateforme web? Alors, au même titre que les IFC lorsqu'on crée son projet, on vient déposer ces IFC sur l'intérieur de son projet. C'est exactement le même fonctionnement pour la partie PDF. Donc une question de Julien sur la mise en station, donc possibilité de positionnement manuel par 2 points éloignés plutôt que de régler manuellement la rotation. Non, aujourd'hui, l'application Block-in-Block réalise un positionnement à partir d'une position et la rotation du modèle vers le nord géographique. Donc les interfaces plugin ou add-on disponibles, c'est une question de Thomas vers les solutions soft existantes. Donc c'est à date celles qui sont disponibles, c'est celles qui vous ont été présentées. D'autres sont en cours de réflexion. Voilà, on reviendra vers vous le moment venu sur les autres solutions, les autres plugins disponibles. Donc, pour resituer, Mensura V10.1, Covadis en cours de développement et CADWork. Ensuite, question de Laurie. Est-ce qu'un téléchargement complet de fichiers est nécessaire à chaque modification, par exemple pour l'ajout d'une seule note? Donc, en tout cas, les fichiers IFC, s'ils sont mis à jour, nécessitent effectivement la mise à jour. Donc, c'est du annuler remplace, donc le retéléchargement complet du fichier. Par contre, les notes BCF étant un flux d'échange, en tout cas découplé de la révision des fichiers, dans ce cas spécifique, en tout cas de l'ajout d'une note, il n'est pas nécessaire de mettre à jour les fichiers. On a les questions suivantes sont assez proches de ce qu'on a pu déjà évoquer. Il est 10h57. Sur les éléments que nous n'avons pas pu aborder, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse web qui s'affiche, qui est webinaire@blockinblock.com. Dès la semaine prochaine, vous recevrez un emailing de remerciement et à l'intérieur duquel le replay sera disponible. Merci à toutes et à tous de votre participation. Nous restons pleinement disponibles et à votre écoute pour tout projet à venir. Merci, bonne fin de journée. Merci, au revoir.